Il y a un peu plus d'un an, François Bozizé était renversé par des rebelles dirigés par Michel Djotodia en Centrafrique. Aujourd'hui, malgré l'intervention militaire de la France et de plusieurs pays africains, le pays est plongé dans la violence et l'anarchie dans certaines régions. Illustration de l'atmosphère qui règne dans la région, le président du Tchad, pays voisin, le président Idriss Déby, a décidé de fermer sa frontière avec la République centrafricaine. On a dénombré jusqu'à 1 million de déplacés depuis le début du conflit, 200 000 réfugiés et l'ONU a même évoqué un nettoyage ethnique. De quoi la Centrafrique est-elle malade? Un homme est bien placé pour répondre. Il a été plusieurs fois ministre en Centrafrique. Bienvenue à vous, Jean-Willy Birosako. Vous êtes le grand témoin de 64 minutes. Vous avez été également, durant 4 ans, l'ambassadeur de la République centrafricaine en France. Vous serez également interrogé par Denise Epoté, journaliste et directrice Afrique de TV5 Monde. Le témoignage d'abord, Jean-Willy Birosako. Vous vivez vous-même à Bangui. Quelle est aujourd'hui la situation dans la capitale? Disons que la situation dans la capitale ces dernières semaines tend à s'améliorer un peu. En ce sens que sur la plupart des quartiers, des arrondissements, l'on peut circuler, les activités commerciales ont repris. Il reste, je peux dire, la zone du kilomètre 5, du 3e arrondissement, qui reste une zone sensible, où de temps en temps des incidents graves se produisent. Mais d'une manière générale, à Bangui, la situation, on peut dire, a été assez améliorée. Mais en ce qui concerne les provinces, hélas, la libre circulation n'est pas encore de mise. Dans beaucoup de régions, il y a quelques personnes qui osent aller dans certaines régions, mais la libre circulation en tant que telle n'a pas été rétablie dans la plupart des villes de province. Quel besoin, de quoi ont besoin aujourd'hui les Centrafricains en urgence? Les Centrafricains ont besoin de paix, ont besoin de sécurité, ont besoin d'un retour à une vie nationale plus sereine pour permettre la reprise des activités économiques. Le peuple souffre aujourd'hui. Le peuple souffre non seulement de violence, mais le peuple souffre également de cette situation économique difficile, en ce sens que l'État lui-même a des difficultés à faire face à ses charges régaliennes, notamment la prise en charge des fonctionnaires de l'État, la prise en charge d'un certain nombre de secteurs dont il a la charge. Donc, le pays aujourd'hui a besoin de paix, le pays a besoin de sécurité, et nous notons que, certes, il y a les présences des forces de l'Union africaine, les forces sangaris. Aujourd'hui, les forces de l'Union européenne sont arrivées ou commencent à arriver. On annonce l'arrivée des forces des Nations Unies, mais d'une manière générale, on a vraiment besoin de sécurité. Et justement, Denise, à ce propos. À propos de cette opération Sangaris lancée au mois de décembre par la France, quel bilan tirez-vous 5 mois plus tard? Bon, disons que si Sangaris ne s'était pas engagé tout de suite, nous ne savons pas si vraiment cette insécurité aurait été maîtrisée, disons partiellement. Sangaris a contribué pour beaucoup à faire en sorte que à Bangui et dans certaines régions du pays, parce que Sangaris n'est pas seulement à Bangui aujourd'hui, Sangaris est également dans certaines villes de province, Bambari, Boda, Berberati, etc. Donc il ramène un peu plus de confiance à la population qui, jusqu'à présent, était abandonnée à elle-même. Donc Sangaris participe aux côtés des forces de la MISCA à l'effort de sécurisation, mais la tâche est immense. Alors, en l'espace de 4 mois, 2 sommets sur la sécurité en Afrique vont se tenir en France, à l'initiative de François Hollande. Est-ce que son implication n'est-elle pas révélatrice de l'incapacité du continent à assurer sa propre sécurité? La dimension de la crise centrafricaine aujourd'hui, je pense qu'elle dépasse le simple continent, la simple sous-région d'Afrique centrale. Et même peut-être du simple continent africain. Parce que, vous voyez, les appels qui arrivent aujourd'hui, ce sont des appels des États-Unis, des appels du Vatican, les appels des Nations Unies. Donc, vous voyez, c'est une crise qui dure, qui évolue chaque jour. Donc, il faudrait
faire appel à toutes les bonnes volontés pour essayer de trouver une solution. Jean-Olivier Rossaco, Denise Epoté évoquait le sommet qui se tiendra samedi à l'Elysée. Sous l'égide de François Hollande, il appelle ce soir les États-Unis et la Grande-Bretagne à participer aux discussions. Ça ne vous choque pas que cela se décide à Paris ? Bon, la question est à poser aux chefs d'État africains. Qui pouvaient trouver peut-être un autre lieu pour se réunir en Afrique. Mais vous êtes vous-même candidat à la présidentielle, on va y venir si elle se tient. Vous avez un avis à ce sujet ? Tout à fait, mais c'est-à-dire que moi je pense que les chefs d'État africains, aujourd'hui, depuis quelques mois, on avait décidé que le pilotage de la recherche de solutions en République centrafricaine revenait à l'Union africaine. Il appartient à l'Union africaine également de prendre ses initiatives. Est-ce que c'est parce que l'Union africaine ne se met pas au devant de la scène que la France intervient ? Je ne sais pas. Mais l'Union africaine a les moyens justement d'appliquer la sécurité ou d'imposer la sécurité aux pays en difficulté aujourd'hui sur le continent. Bon, si elle a décidé, vous vous rappelez que quand il y a eu la crise, elle a décidé de prendre la responsabilité de la recherche de la solution. Moi, je pense, mais sans en avoir les moyens, financiers. Bon, je ne sais pas. Si on a la volonté, on devrait chercher où trouver les moyens. On pouvait peut-être même mettre les moyens à sa disposition pour qu'elle reste vraiment sur le leadership de recherche de solutions. Mais si aujourd'hui nous avons la présence de la France, l'intervention de l'Union européenne, ça signifie que l'Union africaine, malheureusement, n'a pas tout à fait les moyens de... Jean-Olivier Rossaco, vous avez évoqué les forces françaises, les forces africaines. L'armée la plus puissante de la région, c'est celle du Tchad. Elle a décidé de se retirer. Son président, Idriss Déby, dans une tournée aujourd'hui dans le sud du Tchad, voisin de la Centrafrique, a fermé la frontière. Une réaction ? Bon, cela me surprend. Cela me surprend parce que de l'histoire de la République centrafricaine, c'est peut-être la première fois. Si on se rappelle, même à l'époque, il y avait des crises assez importantes du temps de l'empereur Bokassa entre le Tchad et la République centrafricaine, mais on n'a jamais parlé de fermeture des frontières. Pourquoi aujourd'hui le président Déby, qui a déjà décidé du retour de ces hommes, ça, je crois que c'était peut-être une décision sage compte tenu de la tension qu'il y avait entre la population centrafricaine et les forces tchadiennes. Entre une partie de la population, Jean-Olivier Rossaco, puisque les citoyens de confession musulmane sentaient dans les soldats centrafricains, une protection. L'ONU a dénoncé à ce sujet un nettoyage ethnique contre les musulmans. Diriez-vous qu'il s'agit d'un conflit religieux qui secoue aujourd'hui votre pays ? Non, ce qui avait amené la situation de crise entre la communauté centrafricaine et les Tchadiens, c'est parce que à l'arrivée des Séléka, il y avait beaucoup de mercenaires qui sont d'origine tchadienne. Et leur évolution à Bangui ou dans les provinces, on ne pouvait pas savoir qui était qui. Parce que leur tenue même, quand ils évoluaient sur le terrain, c'était pratiquement les mêmes tenues que celles de l'armée tchadienne. Et on a aussi évoqué au début de cette crise que Michel Djotodia avait été soutenu par N'Djamena. Ça, je crois que beaucoup ont fait allusion à cela. Et je pense que cela a exacerbé vraiment la situation au niveau de la population qui n'acceptait pas. Et le président Déby, moi je dis, il a trouvé la bonne solution, c'était de retirer provisoirement ces hommes. Alors vous avez été ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique jusqu'au mois de mars de l'année 2013, jusqu'au départ de François Bozizé. Est-ce que vous êtes favorable à ce que François Bozizé, justement, l'ancien président de la Centrafrique, ou encore Michel Djotodia, qui a mené la rébellion, qui l'a renversée, soit poursuivi devant la Cour de justice internationale pour crimes de guerre ? Non, aujourd'hui, nous sommes devant une situation où tout le monde souhaite avoir un peu plus de clarté et un peu plus de vision pour permettre un retour définitif de la paix. Est-ce que cela passe par des enquêtes telles que la mènent certaines institutions internationales pour connaître la vérité sur ce qui se passe, qui ne sont qu'à un début de leurs opérations? Nous pensons que tout cela permettra d'apporter un peu plus de clarté par rapport à la situation que vit la République centrafricaine aujourd'hui, et nous ne pouvons que suivre les prises de position qui sont faites à ces niveaux. Aujourd'hui, la Centrafrique est considérée comme un pays exsangue. Comment expliquez-vous la faillite de cet État 54 ans après l'indépendance ? Je crois qu'il y a beaucoup de raisons à cela. Moi, quand je l'évoque,
j'évoque plusieurs causes à la faillite centrafricaine aujourd'hui. C'est d'abord la gestion même de l'État depuis après Boganda, qui n'a pas été... Qui était le premier président, Barthélemy Boganda, qui était le président fondateur de la République centrafricaine et qui nous avait tracé des lignes de conduite qui avaient des principes vraiment qui étaient vraiment les meilleurs, si on peut dire, parce que nous continuons à les citer jusqu'aujourd'hui. Est-ce que nous avions évolué? Est-ce que les dirigeants ont appliqué la gestion de l'État avec les mêmes principes, avec les mêmes rigueurs? Donc pour vous, les successeurs de Barthélemy Boganda n'ont pas été à la hauteur? Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas à la hauteur, parce que certains ont commencé des mandats dans d'assez bonnes conditions, même si quelquefois, même malheureusement, ça a été à la suite des coups d'État, mais quelquefois ils ont commencé des réalisations. Vous les mettiez en garde, ce constat vous leur faisiez aux chefs d'État successifs que vous avez connus et dont vous avez été ministre? Oui. Moi, je crois que tous ceux qui me connaissent savent que je n'avais pas la langue de bois. Même quand j'étais au gouvernement, je savais interpeller mes chefs par rapport vraiment à la situation du pays. Mais je dis, certains ont bien commencé, mais par la suite, la griserie de pouvoir, certainement, des mauvais conseillers ont fait que, finalement, ils ont abandonné les bons principes qui étaient les leurs dès le départ. Denise, la présidentielle. À la présidentielle, vous avez annoncé le 24 avril dernier que vous seriez candidat. Alors, qu'est-ce que vous feriez de plus que vos prédécesseurs? Comment vous allez marquer votre différence? Non, je vais marquer ma différence en entraînant vraiment un réel changement de comportement. Ce qui nous fragilise au pays, c'est le comportement des dirigeants. Nous avons vraiment l'obligation de servir. Nous avons l'obligation de servir avec intégrité, avec détermination et sans privilégier des actes comme le tribalisme ou autre gabegie. Mais Catherine Samba-Panza l'a pas fait en son jour de présidence, ça, vous la sentez pas dans la bonne voie? Je ne sais pas. Vous suivez mieux là. Vous suivez très bien. Vous avez quand même un avis. Elle est la présidente de transition de la Centrafrique, Jean-Willy Biro-Sacco. Comment jugez-vous son bilan? Moi je dis 3 mois après, arriver à cette responsabilité dans un contexte particulièrement difficile. Elle était en train de chercher des solutions aux nombreux problèmes qui se posent aujourd'hui. Est-ce qu'on en a eu tous les moyens? Est-ce qu'elle a eu vraiment toutes les compétences à ses côtés? À propos de contexte, le contexte que vous évoquez, il est à la fois sécuritaire et humanitaire. Est-ce que dans ces conditions, la présidentielle peut se tenir en février 2015 comme elle est prévue? Bon, je ne sais pas si la présidentielle va se tenir effectivement en février 2015. Est-ce qu'il y aura un report de quelques mois? Mais ce qui est là, c'est que de la volonté de tous, du peuple centrafricain comme de la communauté internationale, il faut qu'il y ait des élections pour qu'un retour vraiment à l'ordre constitutionnel normal, basé sur des élections libres et crédibles, puisse avoir lieu. Donc c'est la volonté, et c'est pourquoi nous œuvrons aujourd'hui pour qu'on arrive à ce résultat-là. Et c'est pourquoi nous nous sommes engagés à aller vers ces élections, même s'il y a encore des efforts à faire. Mais il faut que nous, Centrafricains, d'abord, on commence à y croire. Merci. Si nous n'y croyons pas, eh bien, personne d'autre ne le croira à notre place. Donc c'est pourquoi nous nous engageons et nous pensons que, avec l'aide de la communauté internationale, avec la volonté des uns et des autres, pourvu que nous tous, nous prenions cela comme notre affaire à nous et que nous allions résolument vers ces échéances futures qui arrivent. Jean-Willy Biro-Sacco, merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions avec Denise Epoté sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes ancien ministre d'État de la République centrafricaine, ancien ambassadeur de la République centrafricaine à Paris et candidat donc à cette présidentielle si elle se tient en février prochain. C'est moi qui vous remercie vraiment de m'avoir invité sur le plateau de TV5. Merci à vous.